Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va corriger deux exercices, toujours dans le cadre du modèle de l'électricité, la partie électrostatique. Donc voilà, on va traiter l'exercice numéro 6. Alors on considère un système de trois sphères concentriques de centre O et de rayon R1, R2, R3, tel que R1 inférieur à R2 inférieur à R3. Alors la sphère de rayon R1 porte une densité surfacique de charge sigma positive. Celle du rayon R2 porte une densité surfacique de charge moins sigma, bien sûr moins sigma négative, et celle du rayon R3 porte une densité surfacique de charge sigma, bien sûr positive. Alors nous avons deux questions. La première question, il s'agit de calculer le champ électrostatique ER en tout point de l'espace. Et bien sûr, on vous demande aussi de déterminer le potentiel électrique et on suppose que le potentiel est nul ou bien on suppose que le potentiel à l'infini est supposé nul. Alors voilà, donc on commence tout d'abord par la première question, à savoir de déterminer l'expression du champ électrostatique en tout point de l'espace. Alors voilà notre problème est constitué par trois sphères. La première sphère de rayon, bien sûr les trois sphères sont concentriques, c'est-à-dire sont caractérisées par le même centre. Alors la première sphère de rayon R1, deuxième R2, deuxième R3. Donc, comme nous avons dit dans l'énoncé, nous avons R1 porte sigma, R2 porte moins sigma et R3 porte sigma. Donc voilà, sigma moins sigma et sigma. Alors comment nous avons démontré ça? Toujours pour le cas d'une sphère, toujours on dit que nous avons une distribution de charge asymétrique sphérique et dans ce cas-là, le champ électrostatique est radial, c'est-à-dire dépend de ER, dépend de R. Alors le théorème de Gauss, toujours pour appliquer le théorème de Gauss, donc nous sommes obligés de considérer une surface de Gauss, sigma bien sûr, qui est normalement une surface fermée, qui est une sphère de centre O et de rayon petit r. Alors le champ électrostatique en tout point de cette surface portée par la normale et son pendule est constant. Pourquoi? Parce que nous avons considéré que nous avons une surface sphérique, c'est-à-dire le rayon est constant. Bien sûr, son modèle est constant en tout point de sigma. Alors, par définition, on applique la définition de flux du champ électrostatique, bien sûr, à travers une surface fermée. Alors, le flux E à travers cette surface de Gauss. Donc, le flux de E est égal à l'intégrale. Attention, ici, toujours, il faut considérer que qu'on va intégrer sur une surface fermée ETS. Or, comme nous avons démontré ça dans plusieurs vidéos, pour le cas d'une sphère, c'est ER bien ER selon ER, vecteur unitaire ER et DS, c'est DS ER. Bien sûr, ER scalaire ER, ça nous donne 1. Et ici, ça nous donne ER S. Pourquoi? Parce que nous avons dit que ER est constant. Bien sûr, donc on va sortir ER de l'intégrale. Et l'intégrale de D de S, ça nous donne S. Bien sûr, voilà ici ER. Et la surface d'une sphère, c'est 4PR au carré. Alors maintenant, bien sûr, pour calculer le champ électrostatique. Donc, OR 4PR au carré, qu'est-ce qu'elle donne? Bien que, normalement, C est égal à Q intérieur sur epsilon 0, où Q intérieur, c'est la charge totale existe à l'intérieur de la surface de Gauss choisie. Alors, premièrement, pour R est égal à R1. Voilà R1, c'est-à-dire le point M existe à l'intérieur de cette surface, ou bien à l'intérieur de cette sphère. Or, nous avons dit que cette sphère est caractérisée par une densité de charge surfacique. Donc ici, nous n'avons pas de charge. Donc Q intérieur est égal à 0. Et bien sûr, O de R inférieur à R1 est égal à 0. Alors maintenant, la deuxième situation, OR compris entre R1 et R2, c'est-à-dire ici. Voilà. Alors, à l'intérieur de cette surface, nous avons juste sigma, bien sûr, sigma S. Donc, intérieur sigma S1, sigma 4PR1 au carré, et bien sûr, O de R, comme nous avons dit, ER 4PR au carré est égal que intérieur sur epsilon 0. Donc, on va remplacer Q intérieur par cette quantité, et bien sûr, R, finalement, on trouve que R, E, lorsque R compris entre R et R2 est égal à sigma sur epsilon 0 fois R1 au carré sur R au carré. La troisième situation, OR est compris entre R2 et R3. Donc, voilà le point M existe ici.
Alors ici, comme vous pouvez voir simplement que nous avons normalement deux charges. Nous avons cette charge et cette charge. Donc la charge ici, c'est sigma R, sigma S1, normalement plus, moins sigma S2. Donc voilà, sigma S1 moins sigma S2, donc qui est égal, bien sûr, on va factoriser, puisque S1 est égal à 4PR1 au carré, S2 4PR2 au carré, donc on va factoriser par 4P sigma, qu'est-ce qu'il nous reste? R1 au carré moins R2 au carré, et finalement, toujours on utilise la relation OR, 4PR au carré est égal que intérieur sur epsilon 0, et bien sûr, par un calcul très simple, on trouve que dans ce cas-là, lorsque le petit r compris entre R2 et R2, que le champ est égal à sigma sur epsilon 0 fois R1 au carré moins R2 au carré sur R au carré. La dernière situation où R est supérieur à R3, c'est-à-dire nous sommes ici à l'extérieur de cette sphère. Alors ici, normalement, nous avons 3. Bien sûr, comme vous le savez, à l'extérieur ici, nous n'avons pas de charge. Donc, et la charge totale à l'intérieur de cette surface, normalement, c'est sigma S1 moins sigma S2 plus sigma S3. Bien sûr, on va factoriser par 4P sigma, qu'est-ce qu'il nous reste? 1 au carré moins R2 au carré plus R3 au carré. Et finalement, on utilise la définition du théorème de Gauss. Ça nous donne sigma sur epsilon 0, 1 au carré moins R2 au carré plus R3 au carré sur R au carré. Alors, pour déduire l'expression du potentiel électrostatique, alors puisque nous avons déterminé le champ électrostatique, alors dans le but de calculer le potentiel, il suffit d'utiliser la fameuse relation qui relie entre le champ et le potentiel. Alors, E est également gradient V. Comme nous avons démontré ici que le champ dépend de R, donc, bien sûr, qu'est-ce qu'elle nous donne cette quantité-là? C'est ER moins D de V sur DR. Donc voilà, alors première situation, nous avons dit que ER, lorsque ER inférieur à 1 est égal à 0, donc voilà, donc si cette quantité est égale à 0, cela montre que le potentiel est constant. Donc voilà, V1 est égal constante, est égal C1. Alors ici, dans ce cas-là, R compris entre R1 et R2, bien sûr, ici, donc d'après cette relation, on peut déduire l'expression de potentiel que V de R est égal moins l'intégrale de ER dr. Et puisque nous avons trouvé que ER, dans ce cas-là, est égal à cette quantité, bien sûr, l'intégrale de cette quantité, voilà, l'intégrale de cette quantité-là, ça nous donne l'intégrale de sigma R1 au carré sur epsilon 0 R au carré. Alors, cette quantité sigma R1 au carré sur epsilon 0, c'est une quantité constante. Bien sûr, l'intégrale de 1 sur R au carré, ça nous donne moins 1 sur R. Moins 1 sur R, avec le moins, ça nous donne 1 sigma R1 au carré sur epsilon 0 R plus C2. Donc, toujours, il faut rajouter les constantes d'intégration de la même lorsque R compris entre R2 et R3. Donc, nous avons démontré R2. Donc, nous avons démontré que ER est égal à cette quantité. Or, pour déterminer le potentiel, il suffit d'intégrer ER d de R. Alors, pour calculer l'intégrale de cette quantité-là, toujours nous avons sigma sur epsilon 0, 1 au carré moins R2 au carré, c'est une quantité constante. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de 1 sur R au carré, ça nous donne moins 1 sur R. Et bien sûr, donc avec le moins, ça nous donne plus, et plus C3. La dernière situation, pour R est supérieur à R3, donc V de R est également toujours moins E, mais moins l'intégrale de E D de R. Et bien sûr, nous avons démontré sur cette quantité. Alors, l'intégrale de cette quantité-là, ça nous donne sigma sur epsilon 0, 1 au carré, moins R2 au carré plus R3 au carré, qui est une quantité constante. Et bien sûr, l'intégrale de 1 sur R au carré, ça nous donne moins 1 sur R. Donc voilà, bien sûr, il faut rajouter plus C4. Alors, pour déterminer ces coefficients-là, C1, C2, C3, C4, toujours on utilise le fait que le potentiel à l'infini est nul. Oui, on suppose que le potentiel est nul à l'infini. Ça, d'une part, d'autre part, on utilise la continuité des potentiels. Donc, tout d'abord, on va commencer par cette hypothèse-là, que le potentiel est nul à l'infini, c'est-à-dire ici. Alors,
on suppose que V4 est égal à 0 lorsque R tend vers l'infini. Bien sûr, cette quantité-là sur l'infini, ça nous donne 0 plus C4. Bien sûr, cette quantité-là, c'est 0. Finalement, on trouve que C4 est égal à 0. Alors, pour déterminer, par exemple, C3, voilà, C3, on va utiliser la continuité de potentiel ici, lorsque R est égal à R3. Donc, cette quantité-là est égale à cette quantité-là lorsque petit r est égal à R3. Bien sûr, nous avons démontré que C4 est égal à 0. Donc, nous avons cette quantité plus C3 est égal à cette quantité. Finalement, on peut déduire que C3 est égal à sigma sur epsilon 0, R3. De la même. Alors, pour déterminer C2, toujours, on utilise la continuité du potentiel. Ici, lorsque V2 est égal à V3, lorsque petit r est égal à R2. Donc, cette quantité-là, lorsque petit r est égal à R2, est égal à cette quantité-là, lorsque R est égal à R2. Bien sûr, nous avons déterminé l'expression de C3. Et bien sûr, par un calcul très très simple, on trouve que C2 est égal à sigma sur epsilon 0, R3 moins R2. Finalement, pour déterminer R1, toujours, on va utiliser la continuité de potentiel ici. Donc, VA est égal à C1 est égal à cette quantité-là. Attention, lorsque petit r est égal à R1, bien sûr, nous avons démontré l'expression de C2. Finalement, on peut déduire que C1 est égal à cette quantité-là. Alors, ce qui nous donne que lorsque petit r est égal à R1, V1 est égal à sigma sur epsilon 0, R1 moins R2 plus R3. Lorsque petit r compris entre R1 et R2, V2 est égal à sigma R1 au carré sur epsilon 0, R plus sigma sur epsilon 0, R3 moins R2 pour déterminer lorsque le potentiel lorsque petit r compris entre R2 et R3. Donc V3 est égal à cette quantité-là. De la même, lorsque R supérieur à R3, donc V4 est égal à cette quantité-là. Alors, une remarque très importante ici, lorsqu'on veut déterminer l'expression de potentiel au centre, en haut, est égal à 1, la double intégrale de 1 sur 4 pi epsilon 0, déduit Q1 sur R1, plus cette quantité-là, dQ2 sur R2, plus cette quantité-là, dQ3 sur R3. Et bien sûr, déduit Q1, c'est sigma, normalement, sigma ds1, ds1, ici, sigma ds2, normalement moins, puisque nous avons moins plus sigma S3, bien sûr, on va remplacer bien sûr, on va remplacer S1 par 4PR1 au carré, S2 4PR2 au carré, S3 4PR3 au carré. Bien sûr, par quelques simplifications, on trouve que VO est égal à C1. Donc voilà comment résoudre ce problème. Toujours, je répète. Alors, au niveau du calcul du champ électrostatique, les choses, à mon avis, sont très simples. Par contre, lorsqu'on utilise le potentiel, ou bien lorsqu'on veut déterminer l'expression de potentiel, c'est mieux d'utiliser cette relation-là. Alors, pour déterminer les coefficients, donc toujours on commence par cette condition-là, que le potentiel est nul à l'infini, et pour déterminer les autres conditions, les autres constantes d'intégration, toujours on utilise les conditions, ou bien la continuité des potentiels. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Alors, bien sûr, l'exercice 8 dans cette série-là. Alors, on vous demande d'exprimer le champ électrostatique créé en tout point de l'espace par une distribution volumique de charge ρ constant, ρ positif, répartie uniformément entre deux cylindres coaxiaux de longueur infinie de rayons respectifs R1 et R2, tel que R1 est inférieur à R2. Alors, premièrement, en utilisant le théorème de Gauss. Deuxièmement, à partir de l'équation locale divergence de ρ est égal ρ sur epsilon 0. Donc voilà notre cylindre. Normalement, il s'agit d'un problème considéré, il s'agit d'un problème de deux cylindres. Le premier cylindre est de rayon grand R1 et le deuxième cylindre, c'est le rayon de rayon grand R2. Et bien sûr, la hauteur de ce cylindre est notée par H. Alors, comme nous avons démontré ça dans plusieurs vidéos, nous avons dit que pour des raisons de symétrie, le champ est radial. Puisque la densité de charge positive, donc le champ est centrifuge, ce qui nous donne que E de R est égal à ER. Alors, premièrement, on va calculer le champ en utilisant le théorème de Gauss. Donc, bien sûr, pour utiliser le théorème de Gauss, on considère que nous avons une surface de Gauss qui est, dans ce cas-là, un cylindre de rayon petit r et de hauteur h.
Alors, on commence tout d'abord, bien sûr, pour calculer le champ. Donc, le flux, par définition, le flux, par définition, au niveau du théorème de Gauss, le flux de E est égal à double l'intégrale de E ds, bien sûr, à travers une surface fermée, est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Alors, on commence tout d'abord par cette situation où R est inférieur à R1, c'est-à-dire nous sommes ici. Alors, d'après l'énoncé, voilà. Alors, nous avons une distribution volumique de charge répartie uniformément entre deux cylindres. Voilà. Donc, juste, nous avons ici, voilà les charges. Ça existe entre les deux cylindres de rayon R1 et R2. Donc, voilà où nous avons les charges. Par conséquent, si nous sommes à l'intérieur de ce premier cylindre, alors la somme du Q intérieur est égale à 0. Forcément, E est égal à 0. Deuxièmement, pour petit r compris entre R1 et R2, c'est-à-dire nous sommes dans cette région-là, Alors, bien sûr, donc la double intégrale de E ds, ER c'est une constante. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'intégrale de ds, ça nous donne S. Et bien sûr, la surface normalement la surface latérale d'un cylindre, comme nous avons démontré ça dans plusieurs vidéos, nous avons démontré que S est égal de PRH. Et bien sûr, cette quantité-là est égale Q intérieur sur epsilon 0. Voilà epsilon 0. Et Q intérieur est égal triple intégrale de ρ dV. Alors ρ, c'est une quantité constante. Qu'est-ce qu'il nous reste? dV. Et bien sûr, l'intégrale de dV, ça nous donne V. Bien sûr, dans ce cas-là, le volume d'un cylindre, ça nous donne H PR au carré. Puisque nous sommes à l'intérieur, donc cette quantité-là, ça nous donne PR au carré moins R1 au carré, H ρ sur epsilon 0. Et finalement, on trouve que E est égal à ρ sur 2 epsilon 0, R moins R1 au carré sur petit r, selon ER, bien sûr, selon ER. Deuxième situation, où petit r est supérieur à R2, c'est-à-dire nous sommes à l'extérieur. Et bien sûr, il n'y a pas de charge à l'extérieur. Donc, toujours, on applique la définition de PRH est égal à P, puisque nous avons été chargés ici. Donc, ça nous donne PRH ρ sur epsilon 0. Voilà, ici, nous avons R2 au carré moins R1 au carré, ce qui nous donne que E est égal à ρ sur 2 epsilon 0 R, R2 au carré moins R1 au carré, ER. Maintenant, on va résoudre ce problème-là en utilisant l'équation locale du champ. Alors, l'équation locale du champ, ça nous donne que, bien sûr, ça nous donne que divergence de O est égale à ρ sur epsilon 0, ce qui nous donne que divergence de O est égale à 1 sur R, D sur dr, R, ER. Pourquoi nous avons écrit cette expression-là? Puisque nous avons démontré que le champ dépend de R. Alors, pour la première situation, nous avons R inférieur à R1, divergence de E dans ce cas-là est égale à 0, et par conséquent, divergence de E est égale à 0, puisque ρ sur epsilon 0. Alors ρ, nous n'avons pas les charges à l'intérieur de sa surface, donc directement ρ est égal à 0. Donc ρ sur epsilon 0, ça nous donne 0. Et bien sûr, donc cette quantité-là est égale à 0. Bien sûr, d'autre part, cette quantité-là est égale à 0. Et bien sûr, la dérivée d2 par rapport à R d'une quantité, bien sûr, qui est égale à 0. Donc, cela montre que cette quantité-là, c'est une constante. Donc, ce qui nous donne que RER est égal à qui est constant. Alors, bien sûr, R, lorsque R est égal à 0, ça nous donne 0. Et finalement, que cette constante-là, A, est égale à 0. D'où, finalement, le champ électrostatique E de R, normalement, est égal à 0. Alors, de la même manière, pour B, dans cette région-là. Donc, oui, ici, nous avons 10 charges pour R compris entre R1 et R2. Donc, cette quantité-là est égale à divergence de O. Divergence de O, d'autre part, est égale à ρ sur epsilon 0. Cela montre que D sur dr, RER, ça nous donne ρr sur epsilon 0. Et bien sûr, pour calculer RER, il faut utiliser l'intégrale. Donc, directement, ça nous donne RER est égal à ρ au carré sur epsilon 0 plus P. Donc, ce qui nous donne que ER est égal à R sur 2 epsilon 0 plus B sur R. Alors, toujours pour déterminer B, il suffit d'utiliser la continuité du champ. R est égal à R1. Donc, ρ
R1, donc ici rho R1 sur 2 epsilon 0, plus B sur R1 est égal à cette quantité-là qui est 0. Finalement, on déduit que P est égal à moins rho R1 au carré sur 2 epsilon 0. Attention ici, epsilon 0. Et finalement, bien sûr, on va remplacer P par cette expression ici. On trouve O égale rho sur 2 epsilon 0, R moins R1 au carré sur R ER. Troisièmement, pour R supérieur à R2, on a de nouveau divergence de E est égale à 0. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de charge à l'extérieur. Cela montre que RER est égal à une constante. Dans ce cas, on va la noter par C. Donc, et bien sûr, on utilise la continuité en R est égal à R2. Donc, directement, rho R2 sur D epsilon 0, moins rho R1 sur 2 epsilon 0 R2. Voilà, donc cette quantité-là est égale à C sur R2. Finalement, on trouve que C est égal à cette quantité-là, bien sûr, d'après un simple calcul. Et finalement, le champ électrostatique dans cette région-là est égal à rho sur 2 epsilon 0 R, R2 au carré moins R1 au carré ER.